Donc on commence le film avec la présentation de la grandeur de la Terre. Oui, Kassovitz aime bien la mettre dans ses films. Et on voit déjà notre personnage principal qui est en train de mourir enflammé. À ce moment-là, il paraît qu'on voit les meilleurs moments de sa vie défiler devant ses yeux. Moi, je me suis seulement souvenu de quand je jouais à la PlayStation. Non. C'est juste un rêve. Donc notre cher... Ah, ce nom... Joué par Vin Diesel. Oh, cet acteur... Prépare son repas tranquillement et... Bon bah il se fait encercler par des soldats qui lui demandent de rejoindre Gorski, le chef des mercenaires russes, parce qu'une partie de l'histoire se passe dans ce pays. Mais avant ça, je vais vous laisser cette scène de combat qui va montrer l'étendue des scènes d'action de ce film. Et ça va me permettre de boire un coup parce que je vais en avoir besoin. Vous avez vu ça? 7 plans à tout casser pour une mini-scène. Et je vous dis pas la suite. L'avoir Gorski qui vit dans un tank. C'est normal, hein. Serbie. Et Depardieu est resté trop longtemps en Russie. Faut vraiment qu'il se calme sur la vodka et le shashlik. Bref, il lui demande d'être un passeur pour emmener une fille aux États-Unis alors qu'il est blacklisté. C'est quoi l'embrouille? Et c'est quoi cette voix? Donc, c'est Doumasta. Déjà, c'est quoi ce pseudo? Alors qu'en plus, il s'appelle... Non, je vais pas le dire. Et c'est un rappeur. Donc... Vous prenez un rappeur pour doubler le personnage principal. Pas que je mette tous les rappeurs dans le même sac, quand même, qui sont très mauvais. Mais bon, il y a Orson qui fait du bon travail. Mais prenez une voix qui soit en rapport avec le personnage. Sinon, ça va être ridicule. Et c'est le cas. Merde. Bon, accepte le job. Ce type les roulette. Et doit aller au point de rendez-vous pour prendre une voiture. Ok, je veux bien que vous preniez une voiture. Mais si vous emmenez votre personnage principal au lieu de rendez-vous en hélico, à quoi ça sert? Et surtout, vous n'êtes pas très discret. Ouh, je suis complètement invisible. Par contre, c'est quoi cette étoile filante qui fonce droit sur nous? Donc il arrive à l'endroit où il doit prendre la fille. Et vous allez faire combien de fois la blague sur la cigarette? Non mais j'ai l'impression d'être dans un sketch de Mosinor. Merci. Donc on nous présente Sœur Rebecca jouée par Michelle Yeoh qui doit aussi escorter la fille et lui donne quelques règles à ne pas franchir. Peu importe le lieu où elle va, je l'accompagne. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, moins elle aura de contact avec le monde extérieur, mieux ce sera. Vous devrez la protéger de toutes les influences néfastes. Cela inclut tout ce qu'elle pourrait voir, entendre et tout ce qui pourrait l'affecter. C'est quoi votre troisième règle? Pas de grossièreté avec nous. Ok, monsieur. Et vous donnez à mon tour, monsieur, le règle. Ne cassez pas les couilles. Puis on découvre la petite Aurora jouée par Mélanie Thierry. Pourquoi ce trio me rappelle un autre film? Oh, on s'en fout. Vous n'auriez pas du feu par hasard. Bref, ils partent enfin et arrivent au Kazakhstan pour prendre le train. Et ils sont étrangement surveillés. Je me souviens plus très bien, mais qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Gorski? Tu vas devoir prendre une décision. La voilà l'embrouille. Je crois que notre cher Trump est en train de se faire entourlouper. Bon, ils vont prendre le train, mais voilà qu'Aurora commence à faire une crise. Tiens, une fille qui a quelque chose de spécial. Non mais sérieux, ça me rappelle vraiment quelque chose. Après ces bouleversements, ils arrivent enfin à partir et arrivent à une ville de Russie pour aller voir un ami qui pourra les aider à traverser l'océan Pacifique. Et ils rencontrent Finn. Non, pas ce Finn là. Et heureusement d'ailleurs. Joué par Mark Strong. Mais voilà qu'ils se font attraper par les Yamakasi. Vous comprendrez pourquoi. Et c'est parti pour le fight. Allez, c'est parti, augmente la salopelle. Oh putain, je crois que c'était trop pour moi. Aurora se fait prendre par ses casseurs flotteurs, mais voilà qu'elle est sauvée in extremis par le fighter. Et... Laisse-la partir, ok? Oh non, putain, j'ai pas fini, scène de combat. Fatality. C'est enfin fini. Donc après ce montage des horreurs, on apprend... C'est votre père qui nous envoie.
Il faut que je sache. J'ai raté un épisode là. À quel moment elle a décidé de les suivre? Je suis dans le flou total. Voilà ce qui se passe quand on adapte mal un personnage et qu'on sert d'elle que pour alarme d'incendie. Désolé. Mais Tourop ne va pas abandonner son gain de retour et il arrive à les rattraper. Qui a accepté cette chorégraphie? Qui a eu la brillante idée de ne pas amener d'armes? Partez pas. Ils sont prêts à mourir pour vous. Toi, peut-être, mais pas moi. Pas venu ici pour souffrir, ok? Je ne veux que personne ne meure pour moi. Donc, si je comprends bien, toute cette partie n'a servi à rien. Ah bordel, on n'en est qu'à la moitié. Bon, passons. Ils font une petite marche du matin pour foncer jusqu'au sous-marin. Les épreuves olympiques ont bien changé. Ils arrivent à l'intérieur, mais voilà qu'Aurora fait une nouvelle crise. Là, sérieux, c'est le mantra. Elle ressent la souffrance des gens. Bon, on s'en fiche. Ils arrivent en Alaska et ils se font poursuivre par des drones de l'armée. Et là, les amis, voici un florilège de la meilleure scène d'action. Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Et voilà que Tourop est blessé. Normal avec la voltige qu'il nous a fait. Bon, Finn, termine le boulot. Non, 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 non. Y'a rien à faire. Il est mort. Il est mort. Faire confiance à personne. Mais non, c'était le personnage le plus charismatique et j'ai oublié à quoi il servait. Bref, ils arrivent à soigner sa blessure comme par magie et s'approchent d'une ville. Tourop injecte son passeport à l'intérieur de son corps. Oui, on est bien dans le futur et on est maintenant dans un film d'horreur. Eh les gars, oh, là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, 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 non. Ah merci, oh tu nous sauves la vie. Bref. Ils prennent l'avion pour New York avec le plus gros placement de produits que j'ai jamais vu. Capitaliste. Mais ne vous inquiétez pas, il se fera surpasser par Blade Runner 2049. Tiens, et en parlant de Blade Runner... Ils arrivent à un hôtel pour attendre le médecin qui va diagnostiquer Aurora. Et voilà que le bâtiment de la secte où elle était a été détruit. Et voilà qu'ils sont encerclés par les hommes de Gorski et les hommes des Néolithes, c'est-à-dire une sorte de secte proche de Dieu. T'as vraiment été le plus gros pigeon de la journée. Bref, voilà le médecin qui a étrangement la même voix que Lambert Wilson. Bonsoir. Ah non, autant pour moi, c'est Michel Papinski, le doubleur attitré de Robin Williams. Mais la façon dont il double son personnage est vraiment très proche du comédien. Même pour d'autres personnages, ça y ressemble bizarrement. Château Aubryon, 1959. Je ne comprends pas. Alors? Quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Salué par 5 rappels, oui, je suis un acteur. Regardez maintenant, regardez-moi! Amsterdam, 1996. Et maintenant, nous allons tous nous asseoir et nous allons finir la partie. Qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ah, décidément, ça a du mal à marcher ces temps-ci. Donc, il examine Aurora et l'on apprend qu'elle est enceinte. Tu la vois, la réinterprétation du Christ, tu la vois? Mais attends une seconde. Un homme hors du système qui est engagé par un groupe occulte pour emmener une femme enceinte à l'autre bout du pays qui permettra de changer l'humanité grâce à cet enfant? C'est le scénario des Fils de l'Homme. En plus, le livre Babylon's Baby est sorti en 1999 et le livre de P.D. James est sorti en 1995. Je veux pas dire qu'il y a du plagiat, mais il y a quand même de très grosses similitudes. Bah non, en fait, c'est différent. Aurora a des jumeaux. Et puis, ils ont des super pouvoirs. Tout ce qu'ils veulent, c'est mes bébés. Mais ne me mettez pas ce doublage robotique. Vous voulez que j'ai une crise cardiaque, c'est ça? Tourop a un appel de la grande prêtresse des Néolithes jouée par Charlotte Rampling qui lui demande de ramener la fille. Ils descendent donc jusqu'à la voiture du médecin et c'est la fin de... Quoi? Attends, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, nouvelle scène d'action inattendue. Et nouveau sac. Et vas-y, il balance un missile qui est verrouillé sur Tourop à cause du passeport qu'il s'est injecté. Tu sais que t'es un vrai pigeon. Je sais pas pourquoi les hommes de Gorski et des Néolithes se battent entre eux. Je croyais qu'ils étaient alliés, mais en fait non. C'est un bordel. Merde, on ne veut qu'à de se faire tuer. Ah bah tiens.
Encore un truc à mettre pour les fiseaux. Et pendant tout ce bordel, Aura marche tranquillement et... Il faut que tu vives. Ouf, c'était un autre film. Donc Turop a été sauvé par les hommes du père d'Aura et qui est joué par... Comme c'est étonnant, Lambert Wilson. et encore un personnage bourgeois sur la liste de ses rôles. Donc on apprend qu'il a donné des embryons spéciaux pour créer une sorte de nouvelle espèce humaine qui permettrait de faire évoluer l'humanité dans le corps d'Aura qui était aussi spécial. Science! Science, 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 science! Pas besoin de comprendre, parce que tout est scientifique! Et la prêtresse voulait cette espèce pour être proche de Dieu. Ça vous épate, hein? Et le seul moyen pour eux de retrouver Aura, c'est de chercher dans les souvenirs de Turop. Attention les gars, ça va être violent. Are you ready? Trop vite. Ne le ramenez pas trop en arrière. Il remonte trop loin. Une cigarette! Il est mort. Ça va suffire maintenant! Bon, il a réussi à revenir à la vie pour juste entendre. Pour ça! Et on découvre que ce sont ces bébés qui représentent les pouvoirs qu'a Aurora. Vous avez voulu améliorer le sort de l'humanité en lui offrant une sainte vierge. Et en plus de ça, la prêtresse a retrouvé leur planque, mais trop tard. Et on apprend qu'elle est la mère d'Aurora. Comme dans Sirène Rouge, Dantec aime bien mettre les mères comme ennemis de l'humanité. Décidément, ce film n'aime pas les acteurs talentueux. Bref, la team de Turop retrouve Aurora. Oh Dieu, la bête fonce droit sur nous! Ah oui, elle est là. Ne perds pas la foi. Il l'emmène dans un lieu sûr avant que les néolithes arrivent 6 mois plus tard. Vous êtes sérieux? Attends une seconde. Où est la prêtresse? Où sont les néolithes? Elle meurt? Donc les enfants sont nés? Que va devenir l'humanité? Turop, s'il te plaît, donne-nous des réponses. Donne-nous des réponses! Quelle galère. Fuck le monde! En conclusion, Ce film est la quintessence de ce que peut être une mauvaise entente entre un réalisateur et un producteur. Il y a eu des films qui ont eu des problèmes similaires comme Spider-Man 3 de Sam Raimi qui reste appréciable, mais pour lequel on voit une certaine précipitation du récit. Et si vous mettez le fait que Raimi ne voulait pas mettre Venom, vous verrez qu'il y a quand même une seconde lecture à chacune de ses apparitions. Mais pour celui-ci, rien ne va. Pourtant, on a quand même 2 acteurs principaux au physique intéressant et bien trouvé. Une grande actrice, sinon la plus grande des films d'arts martiaux, de bons acteurs dans la plupart des autres rôles, des scènes d'action assez exceptionnelles quand même, des paysages qui nous font voyager. Bien que je pense qu'il y a une bonne partie où ça s'est fait dans des studios. Il y a eu des moyens colossaux avec des effets spéciaux de très grande qualité. Un réalisateur, ma foi, inégal. Je soulignerai sur le inégal, mais plutôt doué pour la mise en scène. En gros, on a un univers a priori intéressant. Mais voilà, quand on a l'ego surdimensionné d'un réalisateur qui veut réaliser son film de science-fiction en s'inspirant des films comme Blade Runner, sans qu'une certaine entraide se passe avec les techniciens et les costumiers. Ça, c'est des casques d'aujourd'hui. Je ne tournerai pas avec des casques comme ça. Vous me donnez des casques comme je vous l'ai demandé il y a 6 mois, c'est-à-dire des casques fins comme ça, avec les plaques qui vont devant, qui se mettent comme ça. Je veux des systèmes électriques pour que ça puisse se descendre tout seul, avec des trucs. Je veux que ce soit bien fait. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Ou qu'il y ait une bonne compréhension sur le scénario, et aussi avec l'acteur principal, il continue à le lyncher. Mais bon, je ne vais pas non plus faire une fleur à Babounet. Oui, c'est comme ça que certaines personnes l'appellent. Quand tu vois que pendant tout le long métrage, il n'en a vraiment rien à faire du tournage avec un acting aussi pauvre, mais je dirais qu'il a ce jeu dans tous ses films. Les scènes d'action sont irregardables avec la caméra qui bouge trop, alors que quand on ne voit pas Babounet comme pour les scènes de neige, étrangement, elles sont parfaites. Tout est dans la précipitation. Mais sinon, le montage est affreux, et c'est pas possible que Kassovitz ait pu laisser ça. Et ce que je ne pardonnerai jamais, que ce soit le réalisateur, les producteurs et tous les autres, c'est d'avoir bâclé à ce point le film en nous mettant une scène coupée dans la bande-annonce et qu'on ne verra jamais dans le film. Il n'y a vraiment pas eu une bonne entente pour bien terminer le tournage. Mais on peut voir cette scène coupée dans le DVD que j'ai cassé.
Et le doublage, mes aïeux, le doublage. Doudou Masta était le pire choix pour faire la voix de Babounet. Ça amène un effet comique qui, je suis sûr, ne devait pas y être. Et le jeu de Mélanie Thierry, que ce soit en français ou en anglais, me paraît faux. C'est comme si on avait enlevé toute l'essence de son âme. Alors que dans d'autres films, elle est bien meilleure, tout comme Michelle Yeoh. Et j'ai l'impression qu'elle récite leur texte. Et tiens, parlons de la relation de nos personnages principaux qui met trop de temps à s'installer et que je n'en avais rien à foutre, vu qu'on ne m'a pas mis une scène qui pourrait mieux comprendre leur amitié. Ce qui est encore pire quand Europe décide de sauver Aura sans la moindre explication. Et pour ce qui est du scénario futuro-mystique, mettons de côté sa ressemblance évidente du Fils de l'Homme, qui lui aussi avait toutes ses chances de ne pas marcher, mais voilà qu'il est devenu un film culte. Et en termes de création de scènes d'action et d'émotion, ils sont en haut du panier. Pour ce qui est de la description du monde, on n'en sait rien. Néolithe, connais pas. L'univers, je ne sais pas. Gorski, je sais pas. Et il n'y a pas assez d'informations. Tout est dans la précipitation. Tout va trop vite. Et je précise que je n'ai rien contre Dantec, qui avait des penchants assez extrêmes. De toute façon, le film n'arrive même pas à montrer ses fondamentaux. Il aurait dû être plus intime qu'un simple film commercial. Après, je conseillerais plutôt de lire le livre pour avoir de meilleures explications. Et à cause de ça, on n'y croit pas du tout à cette religion business qui arrive après 1 heure de film. Et voilà que ça montre que tout a déjà été montré dans d'autres longs métrages et en mieux. Et même si on veut le voir comme une série B ou un nanar, eh bien, c'est la double peine parce qu'il est à la fois timide et sans intelligence. Ce qui est dommage avec les technologies intéressantes mais mal amenées et en porcelaine. Et je vous enlève la peine des chansons du film qui sont à des années-lumière de ce que j'avais envie d'écouter sur un film de SF. Ça passait dans La Haine, mais là non. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les seconds rôles sont pas mal, mais on ne les voit pas assez pour qu'on s'y attache. J'ai pas envie de dire que ceux qui ont fait les costumes, les décors étaient mauvais. Mais voilà, ce film, bien qu'il ait rattrapé ce qu'il a dépassé à l'international, et vu que c'est une production de la Fox et qu'il s'est planté dans son pays d'origine, c'est considéré malheureusement comme un flop. Comme ça que ça marche aux États-Unis. C'est la loi du marché. Après ça, Kassovitz préféra retourner en France pour réaliser son dernier film, L'Ordre et la Morale, en 2011. Et ce fut là aussi un fiasco, mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez voir l'envers du décor de ce bordel sans nom, je vous conseille de voir Fucking Kassovitz, qui est un bien meilleur film que son film lui-même. Quand j'ai vu comment ça se passait sur le tournage, j'ai dit à mon pote qui faisait le making-of, je lui ai dit continue de tourner, parce qu'il me regardait, il me disait mais qu'est-ce que je tourne là, c'est n'importe quoi, c'est des scènes de... Et donc je lui ai dit tourne, on va faire un truc après, tu vois. Je lui ai dit, au moins le documentaire il sera intéressant. Bien que je trouve qu'il manque certains éléments comme ils auraient pu essayer, avoir l'avis de Babounet, et peut-être qu'ils rendent un peu trop Kassovitz comme le gentil de l'histoire. Mais bon, je dirais ça encore, allez voir ce documentaire, il est quand même très bon. Et je pense que je vais prendre quelques jours de vacances. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Babylone, tu peux regarder ton système, Babylone, on va se libérer de tes chaînes, Babylone, tout en toi n'est que haine, Babylone, Babylone, oh Babylone, Babylone, on veut bien une partie de ton système, Babylone, on va se libérer un peu de tes chaînes, Babylone, il y a de la haine en toi mais pas que, Babylone, Babylone, oh Babylone, Babylone, ok pour le remboursement, et pour la mutuelle à 60% capital, et ta mutuelle, 60%, Allez, bonne rentrée.